Le métier de professeur, tout le monde le connaît. Notre propre parcours d'enfant, puis celui de nos enfants sont jalonnés de profs, tels des repères dans le temps, mais aussi des repères dans l'accès aux multiples savoirs dont ils sont les garants. Le professeur exerce un métier qu'il a choisi, il l'exerce avec rigueur et compétence, mais avant de se fondre dans l'entité enseignement, les profs sont des femmes et des hommes formidables, des bâtisseurs aux multiples facettes. Je suis Christophe Salomé, professeur des écoles depuis une trentaine d'années, et depuis 15 ans, je me promène d'école en école en tant que maître remplaçant. Je découvre régulièrement des personnes qui ont des choses à raconter, des personnes qui font, des personnes qui ne sont pas juste des enseignants, des profs, etc. Dans ce podcast, je leur donne la parole. Qu'est-ce qui leur a donné le désir d'enseigner? Quelles sont leurs valeurs, leurs passions, leurs attentes? Qu'ont-ils envie de partager? Prof, etc. Bruce Demogé-Bost est né dans le 7e arrondissement de Lyon et il habite aujourd'hui dans le 8e. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas parcouru du chemin. Sa carrière a débuté en tant que professeur des écoles par 2 années en coopération à Libreville, au Gabon. Enfant, il se voyait bien instituteur, journaliste ou vétérinaire, et il a gardé le sens de ces 3 activités. Il enseigne aujourd'hui à l'école Federico Garcia Lorca de Vaux-en-Velin, après un parcours classique. Bruce se définit lui-même comme un geek ascendant ludo-cinéphage, mais ce qui fait de lui un prof, etc., c'est tout le travail qu'il partage sur son site Petit abécédaire de l'école. Ce format de l'abécédaire rend son projet de blog assez singulier et surtout très dense. On y trouve 1001 ressources, dont les excellents questionnaires accompagnant de nombreux épisodes de l'émission C'est pas sorcier. Bruce Demogé-Bost, bonjour. Bonjour. Nous sommes en vacances, dézonés depuis un peu plus d'une semaine. Quelle est l'activité qui vous fait le plus plaisir en période de vacances confinées? Je dirais que je découvre de nouveaux jeux de société en privilégiant ceux qui ont des variantes solo. Parce qu'en fait, dans le monde du jeu de société, c'est quelque chose qui est en train de devenir de plus en plus fréquent, en fait, les versions solo des jeux. Donc des jeux auxquels on peut jouer seul, en fait. Souvent de 1 à 4 joueurs, en fait. D'accord. Et on voit que sur des systèmes d'automates, un paquet d'une douzaine de cartes arrive à remplacer un joueur et à représenter un véritable challenge. Très bien, belle découverte, effectivement. Quel regard portez-vous sur votre enfance, Bruce? J'ai pas l'impression d'avoir un regard spécial. Elle était assez banale, je pense. Plutôt heureuse, pas trop de soucis spécialement. Voilà, mais j'y pense pas spécialement. C'est pas une période sur laquelle vous revenez avec nostalgie ou sans nostalgie? Non, pas de nostalgie particulière. En tant qu'élève, quel est votre meilleur souvenir? Le meilleur souvenir, je sais pas trop. J'ai quelques souvenirs un peu marquants, mais non, j'ai pas de meilleurs souvenirs qui me viennent spécialement à l'esprit, en fait. L'école élémentaire, ça a été une phase sur laquelle vous gardez les relations amicales ou plutôt la découverte de l'autonomie, des choses comme ça? J'étais dans une école avec le recul que je perçois comme assez traditionnelle. Et donc, les enseignantes étaient très professionnelles, mais je dirais pas que le développement de l'autonomie était la principale compétence visée, on va dire. Alors plus tard, vous avez été quel genre d'adolescent, Bruce? Plutôt solitaire. J'ai pas mal de bibliothèques municipales, du club informatique à la MJC, des choses comme ça, quoi. J'étais bien qu'habitant en ville, en fait, j'étais assez loin du collège parce que mon domicile permettait d'aller dans 2 collèges, avait 2 collèges de secteur et mes parents avaient choisi celui qui était à 3 quarts d'heure de bus, quoi. Donc, j'ai plutôt le souvenir d'avoir passé pas mal de temps dans les transports ou à attendre les correspondances de bus. Prof, etc.
Alors, en quoi ces périodes de l'enfance et de l'adolescence ont influencé le choix du métier de professeur que vous exercez aujourd'hui? Globalement, j'aimais plutôt l'école, plutôt apprendre en fait, peut-être plus que l'école. Et donc assez tôt, je pense. Enfin, j'ai le souvenir. Après, c'est peut-être reconstruit, mais quand en CM1, CM2, je me disais que j'aimerais bien être maître d'école. Hmm. Ça me parlait assez. Mais voilà, il y avait aussi l'idée d'être journaliste ou vétérinaire. Enfin, c'était les trois options qui me plaisaient le plus. Hmm. Je le disais dans votre portrait, votre site prend la forme d'un abécédaire dans lequel chaque lettre de l'alphabet est déclinée en plusieurs rubriques. Pourquoi avez-vous choisi ce format? Alors le site, en fait, est un peu la trace archéologique de tous les tâtonnements successifs. Donc il y a un certain nombre de pages comme ça qui ne sont plus forcément d'actualité, mais que j'ai laissées. Hmm. En gros, au départ, il est né parce que il est né à une période antédiluvienne, hein, où les clés USB n'existaient pas, où celles qui existaient nécessitaient de se balader avec un mini CD de driver Hmm. pour qu'elle soit lisible. Et du coup, j'ai trouvé que c'était plus pratique de mettre des documents sur Internet et puis d'arriver à les récupérer comme ça que d'installer ma clé sur chaque ordinateur. J'étais remplaçant à l'époque. Et puis, du coup, je me suis dit aussi que c'était peut-être, tant qu'à faire, autant permettre à ceux qui voulaient d'utiliser ces documents-là plutôt que d'avoir à réinventer l'eau chaude. Donc Hmm. ça s'est conçu comme ça, en fait, des documents qui, moi, me servaient, qui peut-être pouvaient servir à d'autres. Donc l'abécédaire était un moyen de les retrouver assez facilement. Alors vous le disiez, lorsque vous avez commencé votre projet de site, il y a près de 20 ans, hein, ça fait un bail, le numérique à l'école était encore à ses balbutiements. Comment cette aventure a commencé et quels étaient les moyens dont vous disposiez à l'époque? L'informatique, enfin, j'ai vraiment découvert l'informatique à la fac et grâce à la fac, hein, sur du Windows 3.0, Mhm. euh, des ordinateurs sur lesquels il fallait attendre des fois 10 secondes entre le moment où on appuyait sur une touche et le moment où la lettre arrivait à l'écran, hein. Donc ça apprend à maîtriser un peu le clavier. Et puis après au Gabon, et ben bizarrement, je suis tombé dans une école qui était équipée en informatique et plutôt bien pour l'époque, ce qui a été très pratique pendant les 2 années de coopération. On était content d'avoir accès à Internet, même s'il y avait beaucoup de contraintes. Et du coup, bah, l'habitude s'est poursuivie après, quoi. prof, etc. Beaucoup d'enseignants vous connaissent au travers des fiches de questions qui peuvent être utilisées pour accompagner la projection en classe des épisodes de l'émission C'est pas sorcier. C'est vraiment une idée d'instit, ça, vous ne trouvez pas? Oui, oui, c'est en fait, c'est quelque chose qui, bon, voilà, essayer de faire feu de tout bois. Alors, pour les C'est pas sorcier, vu que c'est une émission qui s'y prête, on est dans la logique de la chose, hein. Après, je me sens un petit peu plus coupable sur d'autres fiches d'exploitation. J'aime pas ce mot, mais sur par exemple les feuilletons de la mythologie Hmm. écrits par Muriel Zac, où effectivement c'est un très bon support en classe pour faire plein de choses, mais on n'est pas non plus dans l'optique de l'écriture de l'auteur. Hmm. Quand on a un peu l'impression d'essorer un texte jusqu'à ce qu'il en reste plus grand-chose, quoi. Alors, aujourd'hui, vous proposez de nouveaux questionnaires qui prennent également la forme d'activités dans l'application cuisinière de Canopé. Est-ce qu'on peut parler d'un effet positif de la pandémie dont finalement le numérique reste le grand bénéficiaire? Alors, bah, un des effets sans doute un peu positif. Alors, les questionnaires sur la cuisinière sont faits par d'autres collègues, hein, Hmm. enseignants, qui, au moment du premier confinement, utilisaient déjà l'outil et m'ont demandé s'ils pouvaient faire un portage des fiches dessus, ce qui était une très bonne idée.
mais c'était pas un outil que j'utilisais directement. En revanche, effectivement, avoir déjà tout un stock de fiches d'exploitation, ça m'a été bien utile vis-à-vis de ma pratique de classe au moment du confinement. Parce qu'effectivement, j'avais déjà un ENT qui était en place dans la classe, qui était un petit peu en déshérence, mais que j'ai pu réactiver in extremis et qui marchait, qui fonctionnait, qui a tenu le choc, plus que certains serveurs nationaux. Et du coup, on n'a pas perdu le contact avec les élèves. Et puis, j'ai pu leur envoyer assez facilement des outils, des documents, des liens pour qu'ils puissent continuer à travailler. C'est impossible de décrire l'intégralité des rubriques de votre site, tant elles sont nombreuses et variées. Certaines renvoient vers des activités, d'autres vers des textes de réflexion autour d'une thématique, d'autres encore sur des outils à imprimer. Comment choisissez-vous les sujets ? C'est le sujet qui s'impose un petit peu à moi. Quand arrive un moment où je me dis que ça pourrait intéresser d'autres personnes, en fait, je le fais. Par moment, c'est une idée qui tient la route, et puis par moment, c'est un peu un échec cuisant. C'est pour ça qu'il y a on se rend que sur le site, il y a certaines rubriques qui n'ont pas été développées parce que voilà, elles sont mortes de leur belle mort. J'essaye de rester attentif à ça en classe. Alors personnellement, j'appelle ça un peu l'effet Moneo. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était Moneo, c'était une sorte de facilité de paiement qui était imposée sur toutes les cartes bancaires, alors que personne n'en avait rien à faire à l'époque. Et pourtant, on se retrouvait tout le temps avec un Moneo qui demandait à s'activer sans arrêt quand on allait payer. Et les banques tentaient vraiment de nous vendre ce truc. Et j'essaye d'éviter ça en classe, justement, en restant à l'écoute. Quand quelque chose ne prend pas, au-delà d'une période d'essai initial, il vaut mieux laisser tomber que de s'entêter, quoi. Donc, parfois, il y a des pages du site qui sont des traces de ça. Quand ça s'est arrêté, c'est que il valait mieux que ça s'arrête. D'ailleurs, c'est en partie aussi ce qui rend votre site vivant, et on sent qu'il est en perpétuelle croissance, évolution, etc. Alors, j'ai remarqué que dans plusieurs rubriques, vous abordez des thèmes autour de la littérature ou des auteurs. Et en vous lisant, je me suis immédiatement fait la réflexion que vous aviez un vrai sens de l'écriture. Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez d'écrire pour les adultes ou pour la jeunesse ? Alors, envisager quelque chose que j'aimerais bien plus que je n'envisage, mais en fait, quand je suis sur un projet d'écriture qui vient de l'extérieur, j'ai beaucoup de mal, et c'est vraiment le blocage de la page blanche. Hein. Ça tourne vite au pensum pour moi. En revanche, de temps en temps, voilà, quand il y a une idée, des idées courtes, des choses comme ça, je peux les exprimer sous la forme de petits livres. Et puis que je donne aux élèves après, donc là, ou parfois que je peux réutiliser quand j'en ai besoin en classe. Voilà, ça a pu arriver. Quelle est la prochaine rubrique qui va faire son apparition dans votre abécédaire ? Est-ce que vous pouvez nous livrer un scoop ? Alors, au risque de vous décevoir, je n'en ai strictement aucune idée. Non, vraiment. Là, peut-être quelque chose sur le calcul mental, sur une technique de calcul mental en classe. Ok. Voilà, qui fonctionne plutôt bien, mais c'est même pas sûr en fait. Ça dépend vraiment de l'envie, de la motivation. Comme le site est sur une architecture très très ancienne et que les logiciels qui ont servi à le créer au départ ne sont plus compatibles avec les machines, je m'en vois beaucoup maintenant. La moindre mise à jour d'une page, ça nécessite beaucoup plus de travail qu'avant, et ça devient compliqué, quoi. Bon, on va vous encourager, il reste une semaine de vacances. Profitons-en. J'ai peur qu'elle soit déjà un peu bookée, la semaine de vacances.
Quand est-ce que vous avez ri aux larmes pour la dernière fois et pour quelle raison? Alors, rire aux larmes, ça m'arrive pas spécialement. Je dirais des beaux éclats de rire, ça j'en ai plusieurs par jour, souvent sur, je dirais à partir de réseaux sociaux en fait. Je suis très sensible aux jeux de mots, aux personnes qui arrivent à faire des mèmes, à mettre en relation deux informations qui a priori ne l'étaient pas. Ça, je suis très sensible à ça. Ça me fait facilement éclater de rire. Après, rire aux larmes, pas nécessairement. Pouvez-vous me citer un moment préféré de votre journée, qu'il soit professionnel ou plus personnel? Professionnellement, je dirais qu'il y a un moment que j'aime bien, qui se situe le matin vers 11h15, quand on fait justement un petit quart d'heure de calcul mental. Et la version justement a évolué au fur et à mesure des réactions des élèves, et on aboutit maintenant à quelque chose que je trouve assez motivant, où les élèves prennent beaucoup de choses en charge, sont motivés, puis obtiennent des résultats assez bluffants. Donc c'est un moment que j'apprécie assez en fait, où j'ai pas grand chose à faire, et où les élèves sont globalement bien actifs et motivés et prennent en charge la plupart des choses, ce qui est un peu l'objectif final de l'éducation. C'est vrai. Quelle valeur a aujourd'hui le plus de sens pour vous? La justice, en fait. Voilà, c'est plutôt ce à quoi je suis le plus sensible peut-être. Et puis avec un pendant, enfin je vois pas quelle serait exactement l'inverse, mais je suis très rétif à ce qui ressort de la mauvaise foi. C'est quelque chose qui m'est très désagréable. Prof, etc. De quelle manière parvenez-vous à intégrer cette valeur dans votre pratique professionnelle? Alors j'ai la chance d'être dans une école où il y a eu un gros travail qui a été fait sur la différence entre la loi, le règlement, où les enseignants accordent une grande importance au règlement des conflits, en choisissant par exemple d'être tous présents à toutes les récréations pour être immédiatement disponibles quand il y a un conflit à régler. Et ça joue beaucoup sur l'ambiance générale qu'il y a entre les élèves en fait dans l'école, et sur la capacité justement à régler les conflits et à replacer de la justice aux endroits où il n'y en a pas forcément. Quelle compétence ou capacité qui vous rend bien des services dans votre vie vous rend un peu fier? Alors fier, je sais pas, mais celle qui me rend le plus de service, je pense que c'est la maîtrise d'un logiciel de publication assistée par ordinateur, d'un grand géant de l'internet, enfin de l'informatique. Là, effectivement, je passe beaucoup de temps dessus, je manie plutôt bien. Donc là, j'en suis assez satisfait de ça. C'est quel outil? C'est Publisher de Microsoft. D'accord. Si vous pouviez vous mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, vivant ou mort, pour une journée seulement, vous choisiriez qui? Je dirais Buzz Aldrin. Parce que il allait sur la Lune, mais c'est lui qui tenait l'appareil photo, en gros. Donc, je pense qu'il a dû avoir peut-être un peu plus la paix que Neil Armstrong, et en même temps, il a pu prendre une photo où il y avait toute l'humanité dessus, sauf lui, qui est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. C'est vrai. J'avais jamais pensé à ça, mais c'est vrai. Comment définissez-vous le succès? Alors ça me fait penser à une phrase attribuée à Winston Churchill. Je sais pas si elle est de lui. D'ailleurs, en général, quand on a une phrase qu'on aime bien, il suffit de dire qu'elle est soit d'Einstein, soit de Mandela, soit de Churchill, et ça passe. Donc, et si c'est comique, on peut ajouter Sacha Guitry aussi. Aussi, oui, effectivement. Ça serait de dire que le succès, c'est d'aller d'échec en échec avec le même enthousiasme. Ah ouais, très joli. Et je trouve que ça correspond. Voilà, oui, c'est avec un peu d'humour. C'est un peu de ça. Alors, vous voyez, je vous l'avais dit, ça passe très vite. On arrive déjà à la fin de cet entretien.
Ma dernière question sera la suivante. Qu'est-ce que vous vous souhaitez pour les 2 prochaines années? Je pense que, c'est une sortie de crise pour tout le monde. Je me souhaite la même chose qu'à tout le monde, qu'on puisse retrouver quelque chose qui ressemble à ce qu'il y avait de meilleur dans le monde d'avant, avec un petit peu plus de sagesse. Bon, on n'en prend pas tout à fait le chemin, mais voilà, ce serait ça mon souhait. Merci Bruce d'avoir accepté mon invitation. Eh bien, merci à vous. Je mettrai le lien vers le petit abécédaire de l'école en description de cet épisode. Prévoyez du temps parce que le parcourir est très addictif. Si vous aimez Prof, etc., n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de diffusion préférée. Si vous avez envie de m'aider, vous pouvez m'offrir des étoiles, 5 de préférence, sur l'application podcast depuis un iPhone ou un iPad, ou encore sur iTunes depuis un ordinateur. Vous pouvez également y laisser un commentaire. Et si vous avez envie de partager votre côté, etc. avec les auditeurs, écrivez-moi sur Twitter ou sur la page Facebook de Prof, etc. À vendredi.